Et tout ça, moi j'aime beaucoup. J'aime bien le fun. Donc je veux qu'on passe un moment sympathique. Vous allez voir, on va faire quelques vidéos, on va faire quelques questionnements aussi. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conférence. J'aime bien, moi, échanger avec le public. On va tout de suite démarrer. Qui suis-je? Je viens de La Réunion. Ok. Il y a ceux qui me connaissent sur LinkedIn ou ont vu quelques vidéos, effectivement, ou interviews. Et vous avez reçu ça. Je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous l'avez reçu en tout cas dans la newsletter. Ça, c'est écrit par un journaliste. Ok. Donc c'est un portrait brossé à la perfection. D'accord? Je vais vous passer une petite vidéo là, et après on va commencer à échanger. Sur la mer, un modèle d'agronome créé avec son ami Stéphane Pont, un passionné d'agronomie. Leur invention s'appelle Trees, un jardin vertical qui permet de cultiver avec un encombrement minimum des dizaines de légumes et plantes bio. Alors, si les problèmes sont encore corrects, voilà, si vous avez mis des deux, mais c'est la chaleur qui fait l'avancement. Ok, donc on doit résoudre cette difficulté. Ça fait bien là, c'est de travailler ensemble sur des projets innovants pour mettre la Réunion en l'air. Mahmoud Ali Mamonaz a 34 ans. Il est né dans une famille de commerçants dans le textile. Aidé d'une famille de 2 enfants, il passe son bac scientifique et à 18 ans, il crée avec son père sa première entreprise. Le jeune homme, qui rêvait de devenir médecin, balance entre business et santé. Il alterne diplôme de commerce et formation d'ambulancier et même d'infirmier. Marié, père de 2 enfants, il crée une dizaine d'entreprises. Il aime d'ailleurs se présenter comme un serial entrepreneur. Avec Vertibio, sa première start-up, il se lance à présent pour le billet. Le Trees est un jardin hydroponique. Il n'y a pas de terre, les racines sont plantées dans de la mousse et trempent dans l'eau qui circule à travers la structure grâce à un système de pompe électrique. Alors, en fait, en ce moment, on se concentre sur la quantité de l'air et la capacité d'absorption de l'échelle. Pour les collectivités, Vertibio a également imaginé ce bac à ordures transformé en bac à culture qui appelle un compost pour recycler les déchets. Là, c'est ensemble. Super bien. Et voici pour les particuliers la version simplifiée, avec terre et compost également. Donc là, on peut avoir un produit avec plein de petites astuces et pas du tout d'électronique par contre dans cette conception. Et c'est ça la vraie innovation, c'est de dire je suis dans mon appartement, j'ai pas de jardin, mais je peux produire mes propres légumes, mes propres aromates. Et aujourd'hui, de La Réunion, nous arrivons à produire un concept qui existe aux États-Unis, il y a un peu plus aux États-Unis et un en Europe. Donc vraiment, on est au démarrage en fait, de ce type de produit, de ce type de concept. Aujourd'hui, réunion stratégique. Ce matin, le conseil d'administration de la start-up est réuni pour découvrir un nouveau prototype. L'idée est de proposer un objet connecté qui permettra par exemple à l'utilisateur de contrôler sur son smartphone le niveau d'eau de son jardin vertical. Un objet design également. On va avoir quelque chose de très innovant. Quelque chose n'existe pas sur le marché et on arrive à avoir tous les aspects création, réflexion qui sont différents des projets déjà établis. Des produits que la jeune entreprise espère bien à présent exporter. Mais il sera sans doute difficile d'inclure dans l'offre la vue sur la belle possession. Merci à tous d'avoir écouté. Mais au fond, c'est pas ce que vous êtes venus entendre. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière? Clairement, c'est absolument pas ce que je suis venu vous faire passer comme message. Là, j'ai fait l'autopromotion, mais c'est absolument pas l'objectif. L'objectif, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'allumer la mèche. Allumer la mèche de l'entrepreneuriat chez vous. C'est ça l'objectif que je me fixe. Et je vais vous parler de ma réalité. J'ai un petit clin d'œil pour ceux qui ont fait LDB. On a beaucoup parlé d'iceberg. Eh bien c'est ça. Vous venez de voir un reportage télé, un article de presse, tout était beau. Okay, bien ficelé, magnifique, on a l'impression que tout va bien. Mais la réalité, là, c'est ce qu'il y a en dessous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites,
tout à l'heure par les intervenants de très haute qualité, et je vais reprendre beaucoup de choses de leur discours. Mais vous voyez, c'est les souffrances, c'est les déchirures, c'est les échecs, c'est les sacrifices. C'est tout ça qui fait de vous ce que vous êtes. Et ce n'est pas le succès finalement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un autre élément important, souvent on se dit « Ah super, il a réussi, il a créé 10 boîtes, 12 boîtes. » Ça c'est ce qu'on a comme plan au départ, c'est ce qu'on a dit, on fait un super beau business plan, on peut être mégalo, etc., c'est génial. Mais vous voyez là, la réalité. Moi aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où j'en suis. Est-ce que je suis avec les roches? Est-ce que je suis au niveau de l'eau? Est-ce que je suis arrivé finalement du côté des nuages? Je ne peux rien vous dire aujourd'hui. Mais ça, c'est le chemin et de la vie et de l'entrepreneuriat. Ce que vous êtes venus entendre, et c'était ça le titre, partageons nos expériences. Je vais donc vous partager mon expérience, des histoires de ma vie. La première que je voulais partager avec vous, et ça va intéresser très certainement ceux qui sont en fin d'études, démarrage, entrée dans la vie professionnelle. Vous avez tous connu, enfin certains d'entre vous ont connu APB. Est-ce que ça vous parle? À qui ça parle APB? Ok? APB c'est admission post-bac. On est d'accord? Et bien moi, à 18 ans, donc lorsque je suis en terminale, bon, des histoires familiales, et ben moi j'ai eu EPB. D'après vous, c'est quoi EPB? Entreprise post-bac. Hein? Entreprise post-bac. Entrepreneuriat post-bac. Et oui, à 18 ans, mon père me dit, tu peux pas faire des études, hein, tu ne pourras pas aller en métropole. Voilà. Et ben, par contre, il me dit, vas-y, fais ce que tu veux. Et ben, entrepreneuriat post-bac. Et c'est là où il y avait un jeune qui a posé une question tout à l'heure. Combien d'années d'expérience il faut? Moi, j'en avais 0. 0. Si, j'ai travaillé dans le commerce de mon père. J'ai vendu des jouets, des pétards, probablement, des feux d'artifice. Mais au-delà de ça, j'avais 0 expérience. Par contre, j'ai démarré à 18 ans et demi, je me rappelle bien, par une idée. Parce que je devais en fait faire des études, donc j'étais accepté à EPITA, j'étais accepté à EFRE, donc j'étais destiné à faire une école d'ingénieur informatique, donc j'aimais bien l'informatique, je me suis dit, je vais transformer ma passion en emploi, en mon job, en mon business. Et c'est là où je crée donc, ma première entreprise, et j'ai tout appris sur le terrain. Et c'est une école formidable. Je devais être l'acheteur, le commercial, le marketeur, le technicien SAV. J'aimais beaucoup monter les machines, etc. Donc je faisais aussi le rôle de technicien. Voilà. Vous devez tout faire lorsque vous êtes entrepreneur. Mais c'est tellement génial, c'est exceptionnel. Et vous apprenez, vous engrangez. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte que quand j'allais voir mon ami le banquier, il y avait un décalage. J'étais effectivement très bon sur le terrain éventuellement, okay? Mais quand il me parlait de business plan, j'étais en train de me dire, c'est quoi un business plan? C'est quoi un prévisionnel? Pourquoi il me parle de rentabilité? Pourquoi il me parle de concurrence? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je faisais des choses. J'analysais, je faisais de la veille concurrentielle. Je savais ce que c'était, mais j'étais incapable de le nommer. C'est pour ça que moi je vous dis, ici vous avez de la chance. Vous avez les meilleures écoles, en tout cas les meilleures écoles françaises qui sont à portée. Ne négligez pas vos études. Jamais. Par contre, il faut impérativement contrebalancer avec de l'expérience. Et c'est là où je vous rejoins. Il faut que dès que vous avez l'opportunité, vous alliez sur le terrain, faire des stages, faire des jobs d'été. Et aujourd'hui, j'ai Joël tout à l'heure qui a dit qu'il a fait une partie de ses études en apprentissage, et vous voyez le président Macron qui est en train de revenir sur cette politique de formation et d'apprentissage.
c'est essentiel. Moi, j'estime qu'il n'y a aucune honte de faire un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. Au contraire, pour l'avenir, c'est beaucoup mieux. Parce que vous aurez la balance entre les études et les expériences. Ça, c'était mon premier partage d'expérience. Le deuxième, et c'est là où je vais vous faire travailler là. Je vais vous raconter encore une fois une de mes histoires, et après je vais vous poser une question, on verra. On va poser un peu du côté des sœurs et après du côté des frères. 18 ans et demi, je crée ma première entreprise, tout va bien, donc c'est en 2001. Donc, en 2004, j'ai 21 ans. Imaginez, 21 ans, le poids, je ne sais plus combien je faisais de chiffre d'affaires déjà, mais ce n'est pas l'objet. D'ailleurs, je m'excuse, il y a peut-être des questions auxquelles je ne répondrai pas directement, mais on fera des échanges informels après. En 2004, l'adjoint au maire de la ville dans laquelle je suis vient me voir. Il me dit, Monsieur Mahmoud Ali, il faut que vous dégagez. Je viens de construire une entreprise que j'ai montée avec la force du poignet. Okay, j'avais créé une deuxième boutique, donc j'étais vraiment on était vraiment à fond. Et là, l'adjoint au maire vient et il me dit, il faut que vous dégagez. Parce qu'on a besoin du local dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas. Qui veut répondre? Qu'est-ce que vous faites à ma place? Moi j'ai 21 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un peut me donner une réponse? Donnez-moi une réponse. Qu'est-ce que je dois faire? On négocie pour pas partir. Ok, c'est pas mal. Okay. Ouais. Encore célibataire. Ah, je n'étais pas célibataire, Oui, ça, je sais, mais c'est pas la bonne question. Sinon, je lui explique en quoi je suis rentable pour la ville. Ouais. La présence des magasins peut rapporter à la ville. Ok. Pourquoi est-ce que je dois rester en fait, pourquoi je dois... Donc là, mon objectif, c'est à tout prix, finalement, il doit me laisser, en fait, le commerce. C'est ça? Ok? On négocie le package pour le départ. C'est pas mal, ça commence à être intéressant. Bon, messieurs, vous avez la solution quand même, hein? Bon, les dames n'ont pas de solution, pour l'instant. En tout cas, des solutions, mais c'était pas la bonne. Hein? Alors, attendez, il y a une truc là. Tu fixes un prix, ta boîte. Ouais. On va avec des méthodes de pricing. Ouais. J'ai 21 ans, je vais pas faire. Mais là, comme c'est l'État, tu feras l'achat un peu parce qu'ils payent au jeu. Ouais. Tu vends. Ouais. Tu vends de toute façon tes bois. Ils ont une préemption, enfin, voilà. Droit de préemption. Tu prends ce cash là, tu vas investir. Alors, ça commence à être bien, ça me fait plaisir. Mais juste un truc, là, un paramètre que j'ai oublié de vous donner, c'est que tout le quartier est contre le maire. Tout le quartier est contre le maire. Donc qu'est-ce qu'on fait là? À 21 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a un peu de culot, qu'est-ce qu'on fait? L'État ne sait pas compter, donc il faut monter les enchères. Ça commence à être bien. Tu leur fournis en Il y a une solution, c'est de mettre tout le quartier ensemble, et il y a aussi l'option de voir si on peut étendre l'activité. Ok. Ah, vous êtes à fond là, il y a beaucoup de gens qui me disent il faut continuer l'activité. Alors déjà je vais vous dire, moi j'ai vu les choses totalement différemment. Je me suis dit c'est le moment de changer de vie. Donc voilà, c'est là que je vous donne, déjà le premier truc c'était le moment de changer de vie. Voilà. Là, c'est bien arrivé parce qu'on m'a préempté un local de boucherie, alors que j'avais investi dedans. Hein? Et l'adjoint au maire, il a préempté la boucherie. Et donc, j'ai mis des... J'ai fait appel à tous les commerçants qui attenant la boucherie, si vraiment c'était normal qu'il allait préempter. Donc il y a eu quand même un vent énorme de population qui allait contre la décision du maire. Très bien, mais vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Moi, je voulais changer de vie. Donc c'était une occasion en or de changer de vie. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aurais dit calife à la place du calife. C'est pas mal. Je pense qu'on arrive. En fait, en gros, là, l'idée que je voulais vous faire passer, alors, pour vous donner le résultat, je dis au maire, je serai avec toi. Déjà, première chose. Moi, 21 ans, je lui dis, écoute, tout le quartier est contre toi, moi, je vais être avec toi. Premier. Je vais pousser le projet au maximum. T'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Tu vas voir. Ce projet n'est jamais sorti, d'ailleurs, de terre. Mais, ok, j'avais dit, il n'y a pas de problème, je serai avec toi. Troisième chose, en informatique, les marges sont proches de zéro. Et par contre, on fait des très gros chiffres d'affaires. Très gros chiffres d'affaires. Et je lui ai dit, moi,
vous allez calculer mon indemnité, non pas sur ma marge, mais sur mon chiffre d'affaires. Ok? Au kilo. Il faut y aller au kilo. Donc 21 ans, je dis au maire, il n'y a pas de problème, je vais même financer ta prochaine campagne. Je lui dis, il n'y a pas de problème, une partie de ce que je vais gagner, je vais financer. Et voilà, je lui dis des trucs de malade. Donc, l'objectif pour moi, c'était de transformer cette difficulté en opportunité. Et clairement, c'est ce que vous devez tous faire. À chaque fois qu'il y a une difficulté, vous devez l'observer comme une opportunité. Et moi, je suis d'un naturel globalement optimiste. Donc moi, je dis, je vois une opportunité dans chaque difficulté. Ok, ça c'est deuxième partage d'expérience. Donc pour finir cette histoire, 23 ans, j'ai quitté. Donc en 2004, ils sont venus me voir. 2006, j'ai quitté. Alhamdoulilah, j'ai remboursé mon père. C'était exceptionnel. Mon père, ça je vous livre quelque chose qui est profond. Hein. Mon père m'a dit, lorsque je lui ai fait le chèque, il me dit, jamais j'aurais imaginé que tu allais me rembourser. Énorme. Et en même temps, c'était le premier objectif que je m'étais fixé. Deuxième objectif, c'était de changer de vie. D'accord? Donc c'est tombé, et c'est là où on dit, le hasard se déguise, enfin Dieu se déguise en hasard. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est là le premier conseil. Alors j'aime pas trop le mot conseil, parce que je pense pas que j'ai 25 ans d'expérience, j'en ai que 15. Mes premières idées, être créatif, et c'est ça qui est important, parce que lorsqu'on veut entreprendre, il faut être créatif. Être créatif, c'est faire le choix de transformer les obstacles en opportunités. Si vous devez retenir quelque chose, c'est déjà ça. Troisième partage d'expérience. Ah, c'est fou. Ça me fait toujours rire lorsque j'évoque cette partie de ma vie. Donc, au-delà de la sortie des boutiques, etc., donc j'avais créé quelques entreprises, et en fait j'avais atteint le poste de DAF sans avoir fait les études. D'accord? Donc j'étais DAF de notre centrale, mais j'arrivais le matin. Imaginez la scène, j'arrive le matin, donc j'avais constitué une équipe comptable. Sur mon bureau, il y avait le parapheur. On me disait, Monsieur Mohamed Ali, vous signez, votre journée est finie. Ok. J'arrive, je signe, et après j'ai mon ordinateur, je peux aller sur Facebook, je regarde ma fenêtre, je sais pas trop, enfin, je suis bien payé, j'étais payé correctement. Donc, voilà. C'était l'état dans lequel j'étais en 2008. Et là, au détour d'un dîner avec mon beau-père me sort, mon père est médecin, il me dit, tu sais, ambulance, c'est difficile, on ne trouve pas de société d'ambulance, à chaque fois que j'en appelle une, il faut que j'appelle 3. Ok. Et là, je lui dis, j'ai du temps. Parce que là, réellement, ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est le temps. Ok. Le reste, l'argent à la rigueur, ça va, ça vient. Mais le temps, une fois que vous l'avez perdu, lorsque le clepsydre il passe, c'est fini. Donc, je dis à mon beau-père, banco, on y va. Je vais m'inscrire au concours d'ambulancier, vous imaginez? Alors, entre-temps, oui, j'ai fait école de commerce, 3e année d'école de commerce directement, parce que grâce à mon expérience, j'ai pu rentrer en 3e année d'école de commerce, et j'ai juste fait la dernière année pour avoir une licence. Donc ça, c'était juste pour les études. Mais là, je lui dis, écoute, ok, je vais m'inscrire au concours ambulancier. Et alors, c'était absolument pas ce que je voulais faire, hein, vous imaginez bien. Informatique, ingénieur informatique, plutôt scientifique, ambulancier, c'était vraiment... voilà, j'avais absolument pas imaginé ça. Et là, j'ai fait un truc. Donc, concours facile, parce que quand vous avez le bac, vous avez juste l'oral à passer. Et là, je me dis, quand je dis oui à mon beau-père, et après quand je m'inscris, je me dis, je vais sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'était de continuer le business. Ok, ça marchait bien, on gagnait bien notre vie, j'avais pratiquement pas besoin de travailler. Non, je dis là, c'est pas possible. Donc je dis à mon associé, l'équipe comptable est constituée, si tu as besoin de moi, t'inquiète pas, je suis là, je vais quand même gérer. Et je lui dis, laisse-moi partir.
et je pars pour faire 4 mois et demi d'école d'ambulancier. Et ça a été encore un moment magique, où là j'ai compris que nous, les êtres humains, on n'est rien. Rien du tout. Lorsque j'ai transporté quelqu'un qui venait d'avoir un AVC, qui la veille a joué au foot, il m'a raconté sa journée précédente où il me disait j'étais en train de jouer au foot et après le foot je suis allé prendre une bière et après la bière j'ai regardé la télé et dans ma main la télécommande est tombée et là j'avais compris que c'était fini. Et c'est là où on se rend compte que nous ne sommes rien. Rien du tout. C'est là où on se rappelle de Dieu. Donc, la leçon, là, je vous ai fait un peu, j'ai cassé l'ambiance là, il n'y a plus de fun là. Troisième partage d'expérience. Osez sortir de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est quoi? Vos routines, vos habitudes. Pour sortir, il y aura forcément un moment de turbulence. C'est obligatoire. Par contre, à l'extérieur, il y a le bien-être, l'épanouissement. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez avoir des rencontres agréables. Vous allez avoir des opportunités. Et vous allez surtout être comme le smiley, et comme j'essaye, moi aussi, je rigole, mais comme le smiley, vous allez rigoler. Donc ça a été, moi, ça a entraîné chez moi, je vais terminer cette partie d'histoire, ça a entraîné chez moi l'envie de continuer dans le domaine de la santé. Donc j'ai fait école d'infirmier derrière. Et j'avais, on se dit qu'il faut avoir des rêves un peu mégalos, je voulais devenir donc j'avais, c'était 2012-2013, donc quasiment 30 ans. Et là je me dis, il faut que je devienne médecin urgentiste. Médecin urgentiste, pourquoi? Parce que il y a l'adré, il y a sauver la vie des gens, il y a travailler en équipe, enfin il y avait un certain nombre de paramètres qui correspondaient à mes valeurs. Et c'est là où je me dis, je vais devenir médecin urgentiste. Et j'ai tout fait. Alors j'ai pas réussi, mais j'ai tout fait. Après, j'ai arrêté l'école d'infirmier à la première année. Il y a une loi qui est sortie qui disait que ceux qui avaient un Master 2 pouvaient rentrer en deuxième année de médecine. Je voulais éviter la PACES. Donc la journée, j'allais en école d'infirmier. Le soir, 2012-2013, le soir, j'allais en Master 2 Management à l'IAE de La Réunion pour avoir, le seul objectif que j'avais à ce moment-là, c'était d'avoir un bac plus 5 qui me permette d'entrer en médecine. Mais j'ai fait la meilleure année de ma vie. Là, je peux vous le dire clairement. C'est la meilleure année de ma vie. J'étais délégué de 100 étudiants en IFSI et en même temps IAE. Je sortais de chez moi à 7h du matin, je rentrais chez moi, il était 21h. Mais c'était la plus belle année de ma vie. Alors, je n'ai pas réussi parce que les circonstances ont fait que... Mais, pareil, de cet échec, qu'est-ce que j'en ai fait, d'après vous? Ceux qui me suivent ne répondent pas. Qu'est-ce que j'aurais pu en faire? Il y a un échec, je ne peux pas devenir médecin urgentiste. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve des vies autrement. Mais toi, tu n'as pas le réponse. On sauve des vies autrement. J'ai créé StarHep, le numéro 1 du défibrillateur à La Réunion. Donc nous sommes aujourd'hui l'entreprise, on appelle ça l'entreprise réunionnaise qui sauve des vies. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être dans le domaine directement. On voit une opportunité, on y va. Et on fonce. Donc ça, c'est un peu les 3 expériences que je voulais partager avec vous. Et c'est le moment des questions. On va faire une pause là. Donc si vous avez des interrogations sur cette première partie, je suis à votre écoute. Ça a été aussi dur. Il n'y a pas de questions? Je vous écoute. Faire des opportunités, ça rejoint un petit peu ce que disait Pierre-Yves concernant le banquier, être plus intelligent que le banquier va avoir les fonds. Je ne suis pas sûr que ça marche toujours ça. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de copyright. Quand on n'a pas une famille blindée derrière, quand on n'a pas des amis qui s'associent, qui sont efficaces dans l'entreprise,
être plus intelligent que le banquier ou n'avoir pas d'argent, c'est vraiment un obstacle qu'il ne faut pas surmonter comme ça. Moi, je vous dis, il est surmontable. Alors, ce que je vais répondre à cette question, et j'aime beaucoup répondre à cette question, parce que souvent on me dit l'argent, l'argent, l'argent. Lorsque moi je monte un projet, c'est le dernier élément que je regarde. Parce que si mon projet est bon, si mon idée est bonne, si ma présentation est bonne, l'argent, ça arrive tout seul. Et je peux vous dire, par expérience, l'argent arrive tout seul. Par contre, vous pouvez développer un peu là? Alors, ça va mettre un peu de temps, mais il faut être convaincant. Il faut avoir un business plan. Alors, je suis un peu contre les business plans classiques, mais disons, il faut avoir un plan d'affaires clair que vous êtes en mesure d'expliquer. Aujourd'hui, à La Réunion, je pourrais donner des informations sur La Réunion, ça aurait été plus facile pour moi, mais en tout cas, le président Macron, là, il est en train vraiment d'aller vers la libéralisation du risque. Vraiment, alors c'est difficile, notre pays n'aime pas le risque. Dans les présentations que j'ai entendues, j'ai par exemple beaucoup entendu le côté sécurité. Alors il n'y a pas de reproche par rapport à ça, mais je garde un job et en même temps j'entreprends. Ok, c'est de la sécurité. Je saute avec un filet, quoi, grosso modo. C'est une approche, c'est l'approche française. L'approche des anglo-saxons, c'est tu sautes et tu construis ton avion en sautant. Je crois que c'est le patron de LinkedIn qui a dit ça. C'est je saute et je vais construire l'avion en sautant. Okay? Donc moi, c'est ma vision. Moi, je l'ai expérimenté sur quelques entreprises où je n'avais pas de cash. Et j'ai pourtant créé l'entreprise. D'ailleurs, la démarche entrepreneuriale que je vais vous présenter dans un instant, vous allez voir, c'est une entreprise avec zéro cash. Zéro cash. On a mis 1000 €. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Oui, mais ça, à ce moment-là, on part sur l'alternative de Arif, de convaincre le banquier. Mais le banquier ne prêtera que s'il y a du collatéral derrière. Alors, il n'y a pas que le banquier. Oui. Aujourd'hui, on a des business angels, on a des systèmes de subvention. Les business angels, ils sont actionnaires de votre société. Alors chez moi, et c'est ce qu'Arif a dit, chez moi, je suis prêt à tout partager. Tout. C'est pas très grave, au fond. L'essentiel, c'est que vous réalisiez votre rêve. Ok, c'est pas juste l'argent. Qu'il soit finalement qu'il ait 80% de votre entreprise et vous en ayez que 20. Seul, vous n'y arriverez pas. On est d'accord? Donc à partir de là, c'est pas grave. Par contre, si votre idéologie dans l'esprit, c'est uniquement l'argent, ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle pas. Ok? Par contre, si votre idéologie, c'est j'ai un projet, je veux le mener à terme, je veux aller au bout du projet. En général, une entreprise, c'est pas pour faire une œuvre charitable. Mais vous allez gagner de l'argent, mais vous allez gagner que 20%, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Si vous faites tout le boulot et que vous gagnez que 20%, mais le gars, il a l'argent, moi, je l'ai pas. Donc, il faut que je reconnaisse la notion d'investisseur, je la reconnais. Moi, je fais rentrer là. Le projet que je suis venu emmener à Paris, que j'ai emmené à Paris, à la foire de Paris, c'est un projet où j'ai ouvert mon capital juste avant de quitter La Réunion. Et j'ai été totalement dilué, alors pas totalement, mais j'ai été dilué à l'intérieur, mais c'était pas grave, parce que j'avais constitué la structure de telle façon que je gardais le pouvoir du pilote, d'accord, le conseil d'administration est dans ma main. Par contre, les bénéfices, je vais avoir une petite partie des bénéfices. Mais pour reprendre ce que disait Arif et Aslan tout à l'heure, ils ont eux et leur famille personnelle un degré énorme, et après se retrouver avec 20%, c'est votre approche. Moi, j'ai des boîtes où j'ai que 5%, c'est pas grave, mais je m'investis quand même. Mais ça, chacun a sa vision. Moi, là, je pourrais vous faire un cours sur le management horizontal, enfin, il y a d'autres sujets qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie expérience? Les 3 expériences partagées? Ou est-ce qu'il y a des idées, hein?